Stéphane Geyre, 51 ans, est ingénieur en génie logiciel et professionnel du risque informatique. Il est président du mouvement des libertariens, récent candidat à la législative partielle de Villeneuve-sur-Lot en mai-juin 2013. Adepte de l'école autrichienne d'économie, il se réclame d'auteurs comme Frédéric Bastiat, Gustave Molinari, Ludwig von Mises, mais surtout et plus près de nous, Murray Rothbard et Hans Hermann Hoppe. Il considère que l'État, au sens d'une organisation disposant du monopole de la violence légitime, et le pouvoir en général, constituent les obstacles à la civilisation. Stéphane Geyre, bonjour. Bonjour Christian. Vous êtes président du mouvement des libertariens. Oui. Le grand public connaît assez mal le terme libertarien et le confond quelquefois avec le terme libertaire. En effet. Afin de mieux préciser les choses et d'éviter les confusions, pouvez-vous nous résumer dans les grandes lignes votre mouvement et nous préciser en quoi notamment il diffère du mouvement libertaire? Je vais essayer. Le mouvement des libertariens, effectivement, est un mouvement assez jeune. Nous venons de fêter les 1 an du projet et le mouvement en tant que réalité, de structure, etc. n'a pas encore 1 an. On a créé ça le 1er février de l'an dernier. Aujourd'hui, nous avons 90 membres et une présence essentiellement sur le net qui se manifeste par un site web et une page Facebook où il y a environ 3200-3300 fans, donc des gens qui s'inscrivent comme étant supportant nos idées. Donc c'est encore quelque chose de très jeune. Au-delà de ça, c'est en fait la reprise d'un mouvement plus ancien, puisqu'il y a eu un premier, on n'est pas le premier mouvement des libertariens en France. Le premier a existé dans les années 80, fin des années 80, avec des gens comme Henri Lepage, Bertrand Luministier ou Pascal Salin à l'époque. Et au-delà de ça, les libertariens, de manière générale, le terme lui-même est une invention d'Henri Lepage, qui est un auteur libéral assez connu, qui reprend le terme libertarian américain, qui lui-même en fait est un anglicisme complètement nouveau, qui fait en fait référence, ni plus ni moins qu'aux Lumières françaises, au libéralisme, mais au libéralisme, en évitant le mot de libéral qui, dans l'anglais, est un peu ambigu, souvent peut vouloir dire en fait plus socialiste qu'autre chose. Donc c'est une volonté de reprendre ce genre de valeurs, de clairement faire référence à un libéralisme. Et un libéralisme, pour reprendre ta question, assez, j'oserais dire, pur, sinon radical. C'est-à-dire que dans l'esprit, très schématiquement, l'idée même fondamentale du libéralisme tient essentiellement 2 points. C'est la perspective d'aller dans une société de liberté qui repose essentiellement sur le respect du droit dit naturel, c'est-à-dire un droit extrêmement simple, réel, fort, mais extrêmement simple, et dans lequel, ni plus ni moins, l'État tel que nous le connaissons aujourd'hui n'a pas lieu d'être. Il existe implicitement par le fonctionnement même de la société, et notamment des entreprises privées qui assurent différentes facettes du droit régalien, mais l'État aujourd'hui, bureaucratique, centralisé, jacobin que nous connaissons en France, n'a plus aucune raison d'exister. Et alors, la différence avec libertaire, Pardon. C'est pour le grand public. Hein. Oui, oui, oui. Je m'étonne parfois de la question, mais c'est vrai qu'on nous la pose. Les libertaires sont plutôt, je pense, vus comme étant des anarchistes où en gros la liberté prime sur tout et il y a un refus quelque part de tout obstacle à la liberté, notamment la liberté individuelle et la liberté de meurtre. C'est pas du tout le positionnement des libertariens, qui n'ont rien à voir avec des libertaires. Certains peuvent l'être, mais c'est pas la règle générale. Être libertarien suppose au contraire une société dans laquelle il y a des règles, il y a un droit et il y a des mœurs, avec je dirais, c'est ça qui prime avant tout, même sur la liberté de chacun. La liberté de chacun s'arrête à celle de l'autre, donc il y a une limite par définition à la liberté. C'est donc pas du tout une liberté de mœurs, mais une liberté de droit. D'accord. Ce refus de l'État, donc c'est une remise en cause radicale de la société actuelle. De votre point de vue, existe-t-il d'autres mouvements politiques, même de tendance opposée aux vôtres,
qui remettent en cause l'organisation sociale actuelle d'une façon aussi radicale que les libertariens? Alors, soyons clairs, hein, nous sommes d'abord, pour placer les choses dans leur réalité, nous ne sommes pas les seuls libertariens dans le monde. J'ai évoqué déjà les États-Unis, il y a un fort parti libertarien aux États-Unis, et il y en a pratiquement aujourd'hui dans tous les pays européens, et on en voit dans à peu près tous les grands pays de ce monde qui se structurent et qui avancent, donc ce n'est pas un acte complètement isolé. Pour autant, des choses ou des mouvements ou des tendances, des visions politiques comparables, franchement, eu égard à ce que je peux connaître, la réponse est non. Notamment, je me réfère à ça par rapport à une pensée qui est le caractéristique pour moi du libertarisme. C'est donc le refus de l'État tel qu'on le connaît, et ça, je ne connais pas de parti, je ne connais pas de vision théorique aujourd'hui, qu'elle soit de gauche, de droite, du communisme, au Front National ou que sais-je, qui ait cette vision-là. Au contraire, d'ailleurs, je dirais qu'un des slogans que nous avons consiste à dire que pour les libertariens, il ne s'agit pas de prendre le pouvoir, mais de le rendre aux gens, c'est-à-dire le fait de voir le pouvoir de manière politique tel qu'on peut le connaître disparaître, ni plus ni moins. C'est peut-être une illusion, mais c'est en tout cas celle vers laquelle nous voulons aller. Par définition, je dirais, toutes les autres démarches partisanes qu'il peut y avoir, par définition, supposent le pouvoir et cherchent à le conquérir. Donc ma réponse est non, sauf ignorance. Très bien. Depuis l'implosion des régimes communistes au début des années 90, le capitalisme est considéré comme le seul système économique ayant cours dans les différents pays de la planète. Le terme capitalisme, par contre, a souvent mauvaise presse et est souvent employé avec des significations diverses. Pour vous, qu'est-ce que le capitalisme? Comment le définiriez-vous de façon précise? Je pense que la définition est dans la question. Il y a effectivement un malentendu sur le capitalisme. Pour moi, le capitalisme, c'est pas que pour moi, hein. Je m'en réfère à différents auteurs, mais le capitalisme n'est ni plus ni moins avant tout qu'un mécanisme d'ordre social et d'ordre économique. C'est quelque part ni plus ni moins que le processus qui veut qu'un entrepreneur ou quiconque amasse un certain montant de capital dans le but d'une action, typiquement une action de production, va être capable par exemple pour acheter une maison ou simplement pour monter un atelier ou une boulangerie, va devoir amasser d'abord une certaine somme pour pouvoir construire son projet, mettre en place sa boulangerie, acheter un four, les premiers pains, etc., avant les premières ventes qui vont venir ensuite amener d'autres fonds qui vont progressivement mettre tout cela en route. Donc le capitalisme au départ, ce n'est ni plus ni moins qu'un mécanisme purement économique et qu'effectivement, c'est pour ça que j'ai posé la question, qu'on trouve partout, parce qu'il est extrêmement naturel, tout simplement, dans la nature humaine. Qu'on le veuille ou non, pratiquement chacun de nous est un capitaliste, parce que tout simplement, ce processus d'accumulation d'un minimum de capital en vue d'un projet, c'est quelque part quelque chose que nous faisons tous les uns les autres. Alors c'est vrai que le terme ensuite a été repris ou inventé par Marx ou par d'autres pour signifier bien d'autres choses, et notamment bien sûr les capitalistes, les bourgeois et ce genre de choses. On pourrait donc en discuter. À mon avis, ce n'est pas la bonne définition. Et pour moi, j'y préfère encore une fois, si on passe dans la dimension politique, ce qui est votre question, le terme de libéralisme, parce que on peut avoir du capitalisme dans n'importe quel environnement. On voit bien ce qui se passe par exemple en Chine aujourd'hui. La Chine, de plus en plus, avec un environnement très dirigiste qui se veut encore communiste. On pourrait discuter de savoir s'il est ou pas, hein, mais qui se veut communiste. A de plus en plus pour autant des dirigeants et des personnalités qui se comportent comme des capitalistes dans un environnement qui n'a rien de libéral. L'inverse est vrai bien sûr dans d'autres environnements, et on imagine bien les États-Unis comme étant exactement la structure contraire. Donc je pense qu'il faut, voilà, je pense que le capitalisme est quelque chose de naturel et d'inéluctable, très clairement, du point de vue purement économique. Maintenant, toute la question est de savoir dans quel environnement politique il s'exécute. Alors, ce capitalisme que vous jugez inéluctable induit, tout au moins pour l'esprit commun, induit la société de consommation.
qui est souvent critiquée au motif qu'elle pousserait les individus à acheter des biens superflus, notamment par l'action intensive de la publicité. Certains vont même jusqu'à parler d'une colonisation de l'imaginaire, qui obligerait ainsi virtuellement les individus à consommer des produits que, en vérité, ils ne désiraient pas vraiment. Que pensez-vous de cette vision des choses? Pour un libéral, la réponse est extrêmement claire. Il y a deux mots importants dans votre question. Il y a la notion de superflu, notamment la notion de publicité. Ces deux notions supposent un jugement de l'auteur lui-même. Et pour un libéral, nul n'est à même de juger au sens de dire qu'il est bien ou mal, d'accord, l'acte d'une personne. Personne, à part l'individu lui-même, peut savoir ce qui est mieux pour lui. Personne, l'auteur de cette phrase, le politique voisin, moi ou vous, ne peut savoir réellement ce qui est mieux pour un individu que l'individu lui-même. C'est un principe fondamentaux du libéralisme. Et donc à partir de là, si Pékin moyen, en Thaïlande, ici ou ailleurs, peut être sous influence de publicité, certes, mais peut-être pas, a un désir ou n'en a pas, mais au bout du compte finit par acheter un McDonald's ou que sais-je, une Mercedes ou que sais-je, il a, que je sache, son libre arbitre de le faire, et s'il le fait, c'est qu'au bout du compte, il a une raison de le faire, que je ne vois pas pourquoi je serais mieux placé que lui pour discuter. Donc vous ne pensez pas du tout qu'il soit conditionné, que son imaginaire soit colonisé? Il peut l'être, le consommateur moyen. Il peut l'être, mais ça change quoi? Ça change quoi? Alors justement, la question fondamentale qui est derrière est: a-t-il son libre arbitre? Peut-il décider oui ou non si son imaginaire a été influencé au bout du compte, si cet imaginaire lui convient ou pas? La seule question qui est, au bout du compte, c'est purement philosophique et c'est celle-là. C'est conditionné ou pas. Bien sûr qu'il y a des éléments de conditionnement, évidemment. Mais c'est vrai dans n'importe quel type d'environnement. La vraie question, c'est celle: est-ce que lui, au bout du compte, est bien par rapport à ça? Et là, je ne sais pas répondre. Il n'y a que lui qui peut répondre. Alors une autre critique formulée contre cette société actuelle de consommation est celle de productivisme, qui sous-tend la recherche permanente du profit maximum, ce fameux profit. Comment vous situez-vous par rapport à cette critique de la notion de profit? Alors, ça dépend dans votre question, c'est la question la plus riche. Mais si on reste sur la question de profit, la réponse est extrêmement simple. Et ça fait sourire souvent beaucoup de gens, mais pourtant quand on regarde la réalité économique, c'est tout à fait clair. Le profit ne vient pas par hasard. Il faut supposer d'abord que quand on a un échange entre vous et moi, comme on peut l'avoir maintenant, tout simplement, quelque part cette interview est un échange de bons procédés que nous pouvons avoir, si nous le faisons vous et moi, c'est que quelque part on considère que vous et moi, on en retire un intérêt. Quel qu'il soit intellectuel, matériel, peu importe, quelque part, tous les deux, nous trouvons un intérêt à cet échange. C'est vrai de tous les échanges. Et tant que les échanges sont spontanés et libres, les deux parties à l'échange y trouvent un intérêt. À partir du moment où on pose ça, le commerce, puisqu'on parle de profit, les affaires en général, si elles sont spontanées, raisonnablement libres, c'est-à-dire que les deux parties ont effectivement bien décidé de mener les transactions, il est incontestable que les deux parties ont un intérêt à la chose. Et dans ce cas-là, s'il y en a un des deux qui effectivement dégage un profit et l'autre, le boulanger, vous allez chez votre boulanger, vous achetez un pain et vous lui donnez 1 euro, lui il reçoit l'euro et il vous donne un pain, il amasse un profit d'1 euro, vous amassez, vous vous enrichissez et vous vous nourrissez pour un pain, lui effectivement il a un profit d'une fraction d'euro. Ce profit est à la hauteur du service qu'il vous a rendu. Il vous a vendu un pain, vous aviez besoin d'un pain, il vous l'a fourni. Le profit n'est ni plus ni moins qu'un indicateur du service rendu aux autres. Ni plus, ni moins. Donc la recherche du profit, pour moi, c'est une excellente chose. C'est un indicateur du service qu'on rend aux autres. Alors, parmi les tendances politiques qui critiquent la notion de profit, la notion de productivisme, la notion de capitalisme, oui. Il y a, entre autres, comme je viens de le dire, les mouvements décroissants. Oui. Avez-vous entendu parler de ces mouvements? Je suppose que oui. En général, oui. Voilà. Et quel jugement portez-vous dans un premier temps sur l'ensemble de cette mouvance? Alors, pour être très honnête, je ne prétends pas être un expert dans le domaine. J'en connais quelques-uns, notamment
à travers vous, mais donc je n'ai pas d'avis général sur la mouvance, pour être très très honnête. Maintenant, le concept même de décroissance, et on en parlera, je pense, m'étonne, pour le moins. Je ne dirais pas jusqu'à le contester pur et durement, mais ça me surprend. C'est totalement pour moi irrationnel. Pour être très, très honnête, je ne demande qu'à me tromper, on en a déjà discuté, je pense ne pas me tromper, bien sûr, mais ça me paraît totalement irrationnel. Ça va complètement à l'inverse du fonctionnement naturel de l'économie humaine et de la société humaine. Ça peut être un souhait de changer les tendances naturelles de la société, soit, pourquoi pas. Mais je pense que l'histoire est là pour, sinon nous montrer, en tout cas nous inciter à penser que c'est pas comme ça que les problèmes en général qu'on peut avoir se règlent. Il y a tout un tas d'exemples dans l'histoire où des gens qui ont pu avoir ce genre de position ont pu montrer plus tard, on pense à Malthus bien sûr, hein, ont pu montrer plus tard qu'ils avaient eu tort. C'est l'analyse que je porte, on peut en débattre. Donc, et pour une raison simple, c'est que je pense que la seule façon naturelle qu'il peut y avoir, de par exemple le mécanisme du capitalisme, à régler les problèmes qui sont derrière, je pense qu'on y viendra, le décroissance, c'est pas juste pour le plaisir, c'est en réponse à des questions. Je pense que la seule réponse à ces questions n'est pas dans la décroissance, c'est au contraire dans une croissance qui est intelligente. Avez-vous identifié chez les décroissants, pour peu que vous vous y intéressiez un petit peu, différentes tendances, ou les mettez-vous, on va dire, tous dans le même sac? Je me garde à y répondre. Enfin, la réponse est simple, c'est je n'ai pas suffisamment de compétences pour répondre. Les mettre tous dans le même sac, ça serait comme un peu cavalier. Donc, non, je n'ai pas la compétence pour cette réponse, très sincèrement. D'accord. Alors, certains décroissants prônent la simplicité volontaire et adoptent individuellement un mode de vie frugal, refusant d'acheter certains biens de consommation, cultivant leur jardin, refusant de se déplacer en automobile, etc., etc. Quel regard portez-vous sur ces démarches et pensez-vous qu'elles puissent être compatibles avec une conviction libertarienne? Une conviction libertarienne? Oui. Il y a plusieurs aspects dans cette réponse. D'abord, chacun fait un peu comme il veut. Il y a des gens qui, pour des raisons de conviction politique, économique, morale, etc., se lancent dans ce genre de projet dans une logique d'intérêt individuel et peut-être même d'intérêt humaniste, grand bien leur face. J'ai rien à y dire, tant que ça ne m'affecte pas plus directement moi-même, je la respecte. Je trouve personnellement que je n'aurais pas pris cette option. J'irai pas jusqu'à les plaindre, mais je respecte tout simplement leur choix. Ce que je leur demande en retour, c'est de ne pas m'obliger à suivre la même démarche. Ça, c'est le point qui me paraît fondamental. Et par rapport à la condition libertarienne, je pense que c'est ça la pierre angulaire. Il peut y avoir de nombreux choix des individus pour des raisons X, Y, Z. Certains on peut penser qu'ils sont fondés ou pas, ça à titre individuel. Mais in fine, de toute façon, un libertarien vous dira que tous les choix sont bons tant qu'ils sont assumés et qu'ils n'impactent pas ceux des autres. Donc voilà, le point fondamental, c'est que toutes ces tendances-là, on peut en penser donc des choses positives ou des choses négatives, mais in fine, le libertarien vous dira c'est leur choix individuel, tant qu'ils ne m'impactent pas, je n'ai rien à dire. D'autres démarches, venues d'Angleterre notamment, commencent à se diffuser en France sous l'appellation générique de ville en transition. Ces démarches prennent en compte la fin prochaine des ressources fossiles, qu'elles estiment, et considèrent qu'il faut commencer à s'adapter localement au choc prochain de la décroissance. C'est ce qu'on appelle le concept de résilience, qui se décline en différentes actions, comme par exemple la relocalisation de certaines activités, l'agriculture urbaine, la petite polyculture élevage individualisée ou mutualisée, etc. Avez-vous entendu parler de ces mouvements? Et si oui, comment les jugez-vous? Non, pour être honnête, non. J'ai entendu parler de mouvements que peut-être par erreur j'assimilerais. Il y a tout un tas de projets de villes à charte, par exemple, qui peuvent être motivés par des raisons d'ordre, on dira généralement écologique. Donc, je pense au Honduras, par exemple. Ce sont peut-être des choses différentes, mais dans mon esprit, ça relève du même genre fondamental de l'initiative, peut-être motivée par d'autres choses. Encore une fois, pardon, la réponse pour moi est exactement la même. Tant que des communautés, des individus, etc., pour des motivations qui peuvent être X ou Y, celle de la décroissance, celle de
l'estimation de l'appauvrissement en ressources ou autres, se lancent dans des projets de ce type-là. Que ce faisant, tous les participants à ces projets-là sont librement consentants, ils partagent les mêmes conditions et sont d'accord pour participer au même projet, premier point. Et qu'à l'inverse, ceux qui ne sont pas d'accord, parce que dans une ville, il peut y avoir de nombreuses personnes, et s'il peut y avoir des gens qui sont favorables au projet, et peut-être d'autres qui le sont moins, tant que les opinions des uns et des autres sont entièrement respectées et que les opposants ne sont pas obligés de partir sur le même projet, je n'ai rien à dire. Encore une fois, la vision du libertarien, c'est tous les projets peuvent... Enfin, il y a deux niveaux. Il y a la vision intrinsèque, tant que le projet implique des gens qui sont partie prenante et de façon libre, je n'ai rien à leur dire. Tant qu'ils ne m'impactent pas et qu'ils ne me demandent pas de participer si je ne suis pas d'accord, je n'ai rien à dire. Ensuite, il y a le deuxième niveau qui est la vie personnelle que je peux avoir du projet. Effectivement, je suis un peu du plus dubitatif, mais je n'ai pas les détails non plus du projet. Mais sur le point fondamental, qu'on vient en face. Le GIEC vient de publier son 5e rapport sur l'état du climat, dans lequel il confirme et renforce son diagnostic de réchauffement climatique dû à l'activité humaine. Ce rapport sert de base à la politique énergétique de nombreux pays, dont notamment la France. Il sert aussi de prétexte à une régulation de plus en plus draconienne de l'économie. Partagez-vous ce diagnostic du GIEC sur chacun de ces 3 niveaux? 1. Y a-t-il réchauffement ou non? 2. S'il y a réchauffement, l'homme est-il responsable? 3. S'il y a réchauffement climatique, que l'homme soit responsable ou pas, ce réchauffement est-il un problème? Oui, et c'est que je comprends, il y a un 4e niveau qui est s'il y a un problème ou pas, y a-t-il besoin d'une action politique? Ok. Ajoutons le 4e niveau. Okay. Alors oui, effectivement, encore une fois, je ne suis pas un spécialiste de ces sujets, mais ce sont quand même des sujets qui sont largement débattus, notamment dans le milieu libéraux, donc j'ai un avis modeste sur la question. Beaucoup de mes collègues libéraux, et je partage leur vision, contestent profondément le rapport du GIEC. Au moins sur le premier point, y a-t-il réchauffement ou pas? Moi, ce que j'en comprends, c'est qu'à un minimum, il y a un bénéfice du doute, pour ne pas dire plus, à savoir que la façon dont le GIEC arrive à ses conclusions en matière de démarche scientifique par rapport à d'autres résultats, à d'autres théories et résultats, est pour le moins contestable, et je pense que la conclusion tranchée qui consiste à dire que le rapport permet de dire qu'il y a réchauffement est pour le moins contestable. Ensuite, le deuxième point, c'est est-ce qu'il est anthropomorphique? C'est encore, je pense, encore pire. C'est encore parce que le lien entre le réchauffement et l'action humaine est encore plus compliqué à démontrer. Il ne faut quand même pas oublier que tous ces gens, quand ils arrivent à cette conclusion-là, travaillent sur ce qu'on appelle des modèles informatiques en général, qui inversent un petit peu la logique des choses. C'est-à-dire qu'on fait des modèles pour essayer de coller à la réalité, et on essaie d'interpréter ce qu'on trouve à partir de là, alors que toute démarche scientifique voudrait que ce soit l'inverse. Il faut avoir quand même une idée de ce qui se passe pour pouvoir la confirmer sur la réalité. Et on voit par exemple des théories comme liées au cycle solaire, sans être non plus là aussi un expert, mais on voit qu'il y a d'autres théories complètement différentes qui donnent des interprétations de cycles lents solaires, par exemple, que finalement le réchauffement suivrait ou pas. Tout ça pour dire que je pense qu'il y a suffisamment de doutes sur la réelle, le résultat, pour au moins ne pas le poser comme acquis. Il y a un minimum un bénéfice du doute à considérer de manière forte. Et cela d'autant plus, pour revenir sur les points, c'est qu'à partir du moment où on le prend comme acquis ou pas, et qu'on essaie d'en tirer de là des politiques pour agir, il faut être d'autant plus prudent. Partir sur l'action et l'impact sur l'économie et la politique, pourquoi pas? C'est quelque part, on peut considérer que c'est le rôle des gouvernements, mais à condition que certaines choses soient mesurées par rapport à d'autres enjeux. Est-il suffisamment certain? Est-ce qu'il est suffisamment certain qu'il soit néfaste, qu'il y ait un réchauffement? Est-ce que ça suffit pour contraindre l'économie par rapport à tout ce qu'il peut y avoir comme autre conséquence de telles contraintes sur l'économie? C'est pas du tout aussi simple qu'il y paraît.
Et la position que peuvent avoir les libéraux par rapport à ça est très simple. Le sujet est suffisamment complexe, d'une part. D'autre part, certains pourront souhaiter un réchauffement, que d'autres pourront ne pas souhaiter. Certains sont contents qu'il fasse plus chaud, d'autres ne le sont pas. Bah si, bah oui. Voilà, donc ici je pense qu'on est content qu'il fasse plus chaud. Pourquoi arbitrer de manière jacobine? Pourquoi ne pas laisser l'arbitrage quelque part à la société elle-même? Donc l'enjeu, à mon avis, même en supposant qu'il puisse y avoir réchauffement, même en supposant qu'il puisse être anthropomorphique, même en supposant qu'il soit négatif, fondamentalement la vraie question c'est qui doit arbitrer sur de quelles questions. Et la position libérale est toujours claire, c'est au peuple et à la société d'arbitrer. Peut-être qu'effectivement ça sera un problème, et dans ce cas-là la société a toute chance de s'organiser pour faire marche arrière, trouver de nouvelles technologies, j'en sais rien. Le détail on apparaît peu important. L'important c'est que ce soit les gens qui décident et pas les gouvernements sur de tels sujets. Mais alors faut-il brûler le GIEC? Faut-il brûler le GIEC? Est-ce une question? Faut-il brûler l'ONU? J'ai envie de dire oui, bien sûr. Hein. Mais est-ce que c'est important? Est-ce que c'est aussi important que la politique? Même franchement, moi je le brûlerais volontiers, le GIEC. C'est de l'argent gaspillé, à mon sens. Mais la vraie question, elle n'est pas là. C'est est-ce que sous prétexte de GIEC ou d'autre chose, sur la simple production d'un rapport de ce type-là, est-ce que le monde entier doit se mettre au garde à vous et produire des politiques et des démarches économiques drastiques sur la simple production d'un rapport de quelques-uns? Votre réponse, c'est non. La réponse est évidemment non. D'accord. Certains disent que la planète est en danger, pour rester dans le même thème, et qu'il faut la sauver. Ce sauvetage de la planète est même devenu un slogan fédérateur de presque toutes les tendances politiques. Partagez-vous cette inquiétude que la planète soit en danger? Je ne sais pas si vous avez déjà vu, il y a un sketch du même titre, de malheureusement quelqu'un qui est mort il y a quelques années, qui s'appelait George Carlin, qui faisait un sketch sur le même titre, Save the Planet, qui prend le slogan de manière totalement ridicule en disant la pauvre planète, ça fait 5 milliards qu'elle existe, elle tourne autour du Soleil régulièrement, elle ne nous a pas attendu pour continuer à tourner du Soleil, et il y a peu de chances qu'elle s'arrête sous prétexte que nous, tout d'un coup, on s'inquiète pour elle. Mais au-delà de la plaisanterie, qu'est-ce que ça veut dire sauver la planète? C'est ça la vraie question. Qu'est-ce que ça veut dire sauver la planète? C'est la planète telle qu'elle est aujourd'hui, ça veut dire qu'il faut en faire un musée, il ne faut plus qu'on bouge du tout. Elle est en danger de quoi? De s'arrêter de tourner, de nous nourrir, de nous donner de l'énergie, de nous permettre à chacun de vivre sa petite vie de quotidien. C'est quoi sauver la planète? Est-ce que c'est pas plutôt un certain nombre de rêveurs qui aimeraient figer les choses et qui pour cela sont prêts à sacrifier la vision que peuvent avoir d'autres qui eux veulent modifier leur environnement? Qu'est-ce que ça veut dire sauver la planète? Mais donc vous ne savez pas vraiment ce que ça veut dire. Non, mais je pense que c'est une mauvaise question, fondamentalement. On ne peut pas poser cette question-là. On peut provenir à des questions beaucoup plus concrètes qui se posent sans doute. Il faut pas, les libéraux sont pas... Il y a des questions qui peuvent se poser. Il est évident que les problématiques de ressources sont des questions qui se posent. Il est évident que s'il devait y avoir réchauffement ou impact sur le climat, il faudrait se poser ce genre de questions. Mais là, on tombe sur des questions qui sont beaucoup plus concrètes que sauver la planète, qui ne veut strictement rien dire. Oui, ça revient à dire que vous, personnellement, vous ne pensez pas que la planète soit en danger. Ben, je vois pas ce que ça veut dire. D'accord. Et pour vous, qu'est-ce que l'écologie? Qu'est-ce que c'est l'écologie? C'est une très bonne question. Je pense qu'il y a plusieurs réponses possibles. Je pense que c'est permettre à tout un chacun, assurer que la société permette à tout un chacun de vivre avec une harmonie qui lui est propre, dans l'environnement qui lui est propre. Je ne pense pas que ce soit une réponse générale, absolue, liée à la planète par exemple, ou même à l'humanité. Je pense qu'il y a autant d'écologie quelque part qu'il peut y avoir d'individus. Parce qu'encore une fois, l'écologie suppose de placer l'homme dans son environnement, et par définition, il y a autant d'hommes et autant d'environnements qu'il y a d'humains sur Terre. Donc c'est évidemment la démarche de comment je vis, comment nous vivons dans cette planète qui nous est donnée, et comment pouvons-nous faire en sorte de vivre le plus longtemps et le mieux possible. Bien sûr que c'est ce genre de choses. Mais c'est une question qu'on a eue de tout le temps, qui se pose à tout le monde, et qui varie avec chacun, avec son environnement et ses moyens. Il n'y a pas de réponse
générale, cette question, pour moi. D'accord. Quel est votre avis sur l'épuisement des ressources fossiles et minérales? La diminution de la disponibilité de ces deux types de ressources est-elle, selon vous, prochaine, lointaine ou elle n'arrivera jamais? Alors, encore une fois, je ne suis pas un spécialiste de la question, mais pour avoir lu quelques ouvrages, je pense que la réponse, là aussi, est plus compliquée que ça. D'abord, la notion même de ressource. Qu'est-ce qu'une ressource? La notion de ressource n'est pas une notion absolue. Les ressources, elles évoluent avec le temps et elles dépendent des technologies qu'on utilise. Aujourd'hui, il se trouve évidemment que le pétrole, l'uranium, etc. sont des ressources par rapport à des types de centrales énergiques que nous utilisons aujourd'hui. Mais vous allez en Afrique subsaharienne, ça reste encore le bois et non pas le pétrole. Ça l'a été bien sûr dans le passé et il y a toute chance que demain d'autres ressources se fassent jour au fur et à mesure que la technologie va évoluer, parce que la technologie va évoluer. On parle par exemple aujourd'hui du thorium comme étant une alternative à l'uranium dans le domaine nucléaire. Je prends juste comme un exemple. Le point fondamental qui me paraît, c'est de dire on ne peut pas raisonner en termes de disparition des ressources comme ça, de manière dans l'absolu. C'est quelque chose qui dépend, qui évolue, qui varie. Et il est tout probable, et c'est le pari que je fais bien sûr, et j'insiste sur mon pari, que les ressources qui pourront disparaître à un moment donné seront remplacées par d'autres ressources à un autre moment, en fonction de l'évolution technologique. Ensuite, il y a une deuxième facette, même à supposer qu'on parle des mêmes ressources, du pétrole notamment. Il y a un certain nombre d'ouvrages qui veulent pour acquis, par exemple, que plus on avance et plus on a suffisamment de ressources à un moment donné, on a d'autant plus de ressources pour en trouver de nouvelles. Parce qu'au fur et à mesure qu'on a une certaine source d'énergie, de savoir-faire, de technologie, etc., on est capable d'aller chercher cette même ressource, le pétrole, pour prendre cet exemple-là, plus loin, plus profond, selon des cheminements plus compliqués, à des endroits qu'on n'imaginait pas. Et donc on s'aperçoit, et c'est la réalité des faits, que le temps passant, je ne dis pas que le pétrole existe de manière infinie sur Terre, certainement, mais on est aujourd'hui capable de trouver plus de pétrole qu'on imaginait pouvoir trouver il y a encore 10 ou 15 ans ou 20 ans, et il y a toute chance que ce soit vrai demain. Donc il faut relativiser cette disparition. Elle existera, je ne dis pas qu'on est sur des ressources infinies, mais entre cette notion relative pour une même ressource, parce qu'en fait on s'aperçoit que les ressources nous permettent de trouver de nouvelles ressources, et ensuite que la ressource elle-même n'est jamais absolue, et qu'elle pourra évoluer, je pense qu'on en a quand même pour encore pas mal de temps. Alors le pétrole, dont vous venez de parler, constitue actuellement le carburant de la quasi-totalité des transports mondiaux par air, terre et mer, professionnels ou particuliers. Pensez-vous que la diminution de la production de pétrole, s'il doit y avoir diminution, entraînera une diminution correspondante de ces transports, ou au contraire, ces transports vont-ils se maintenir ou même continuer à croître grâce à la découverte d'un autre carburant? Et si oui, lequel? Je pense que les deux sont probablement vrais. D'abord, il faut revenir à la réalité économique, au fonctionnement fondamental économique. Une des raisons, je vais faire une digression rapide, mais une des raisons pour lesquelles les libertariens sont opposés à l'immixtion des gouvernements dans l'économie, c'est justement parce que, et je pense notamment au pétrole, c'est parce que justement ils ne laissent pas l'économie régler ce genre de questions de manière suffisante. Longtemps, l'OPEC, par exemple, c'est beaucoup moins le cas aujourd'hui, mais longtemps l'OPEC a eu quasiment le monopole de la production du pétrole. Le pétrole aujourd'hui est un peu plus quand même soumis à la loi du marché, mais pendant la période OPEC, par définition, le monopole qui était mis sur cette production-là empêchait les mécanismes économiques normaux de fonctionner. C'est un peu moins le cas aujourd'hui, ça le serait encore plus si la production de pétrole était complètement sortie des contrôles que peuvent avoir certains États dessus. Pourquoi j'en viens à ça? C'est que le pétrole est un objet économique comme n'importe lequel. Si, à un moment donné, il devait venir à réduire en production, voire à disparaître, en tout cas sur les phases préalables, son prix monterait. Il y a une demande, vous l'avez dit. S'il devait venir à se raréfier, son prix monterait. Son prix montant, forcément, l'usage même du pétrole changerait au vu du prix. Et par définition, comme n'importe quel objet économique,
seraient amenés à l'utiliser encore ceux qui correspondraient à ceux qui ont le plus de moyens et donc le plus d'intérêt à utiliser le pétrole. Pendant cette phase-là, tous les autres qui seraient effectivement progressivement sevrés de pétrole, le prix du pétrole montant et donc l'énergie montant, auraient tout intérêt à trouver des énergies de substitution ou des technologies de substitution. Et c'était comme ça qu'on verrait se mettre en place progressivement de plus en plus l'énergie de substitution. Je pense, je sais pas moi, pile à combustible par exemple, encore une fois, avec toute prudence. Mais peu importe. Paradoxalement, c'est au moment où le pétrole commencera à se raréfier qu'il y aura toutes les opportunités économiques pour voir les autres technologies se mettre en place. Donc le relais devrait se faire normalement, comme n'importe quelle ressource. Alors ça sera peut-être plus compliqué, il y aura certainement des tensions, je ne sais pas ce que je dis. Je dis que le mécanisme économique prévoit ce genre de choses, il est là pour ça. Il faut laisser faire, plus la ressource est critique, plus il faut la laisser dans le champ économique. Et ça devrait se régler tout seul. Oui, j'entends bien. Le pétrole devenant plus rare, son prix va augmenter. Oui. Donc les transports qui utilisent le pétrole vont devenir de plus en plus chers. Oui. Et étant donné que ces transports vont devenir de plus en plus chers, ils vont devenir moins importants en nombre. Où ils vont générer d'autant d'opportunités pour de nouvelles technologies à les remplacer. Avec un autre carburant. Tout à fait. Donc, ou un autre moyen de transport, peu importe, autre chose. Je vais dire n'importe quoi, c'est juste pour la conversation. Mais on peut imaginer que dans les pays asiatiques, tout d'un coup, au lieu de continuer à utiliser de méchantes voitures en travers la jungle, on utilise l'avion si l'avion devient tout d'un coup plus rentable. Ou l'hélicoptère, ou que sais-je. Le point consiste à dire, à partir du moment où les prix vont monter, ça fait autant d'opportunités de business pour des solutions alternatives. Oui, tout à fait. Mais aujourd'hui, on n'a pas d'alternative au pétrole. C'est donc un pari que de dire, à partir du moment où le pétrole sera trop cher, deviendra de plus en plus cher pour être utilisé en tant que carburant, on va en trouver un autre. Aujourd'hui, est-ce qu'on a déjà, alors est-ce que vous avez déjà identifié pile à combustible? Non, mais effectivement, tous ces sujets-là, parce qu'on a les avions à faire voler, on a les bateaux à faire naviguer, on a les semi-remorques. Mais ça ne va pas venir comme ça. Le prix ne va pas monter du jour au lendemain. La raréfaction du pétrole ne va pas arriver du jour au lendemain. Elle sera rapide peut-être, elle va peut-être se faire que sur une décennie, j'entends. Mais une décennie peut être suffisante, en tout cas c'est ce qu'on voit depuis des générations. Une décennie peut être suffisante pour avoir les quelques technologies qui aujourd'hui sont vaguement émergentes et qui effectivement ne sont pas passées à une phase industrielle, auront d'autant plus d'opportunités pour le devenir. Je fais pas de l'optimisme béat, je constate ce qui s'est passé sur toutes les technologies de ce domaine-là. Il faut aussi voir le raisonnement dans notre sens, c'est-à-dire que plus le pétrole existe, pourquoi les technologies inverses s'emmerderaient, si je puis dire, qu'est-ce qui va permettre l'investissement dans les autres technologies tant qu'il y a du pétrole et tant que le pétrole est bon marché? Tant que le pétrole est bon marché, effectivement, ça freine ou ça ralentit ou ça met en sommeil la recherche sur les autres technologies, c'est évident. Mais à partir du moment où effectivement le prix pourra monter, et on l'a bien vu tout simplement quand il y a eu les crises du pétrole, c'est quand il y a eu les crises du pétrole sur les années passées, toutes relatives, on est bien d'accord, hein, mais il y a eu quand même des montées de prix significatives. Chaque fois qu'il y a eu des chocs pétroliers, on a eu des avancées sur d'autres technologies. Bien, pas bien, suffisante, pas suffisante, ok. Mais c'est ce mécanisme-là qui va être la solution. Elle ne peut pas venir d'autre chose. Quand vous dites qu'on a utilisé le pétrole, que ça a été un frein à découvrir d'autres formes d'énergie, l'abondance du pétrole n'incite pas à chercher autre chose, tout simplement. Oui, d'accord. C'est peut-être aussi que le pétrole est le plus facile à utiliser, plus facile que n'importe quoi d'autre. Puisque quand on parle de pile à combustible, c'est une technologie qui est ancienne, qui date du milieu du 19e siècle, qui n'est pas nouvelle en tout cas, la pile à combustible. Les premières voitures étaient des voitures électriques, on a eu ensuite des moteurs thermiques, les deux ont été en concurrence, c'est le moteur thermique qui... Oui, mais les technologies de la pile à l'époque ne sont pas les mêmes qu'on a aujourd'hui. D'accord. Mais non, c'est simplement pour pointer le fait que peut-être qu'on peut arguer également que si c'est le pétrole qui s'est développé par rapport à la pile à combustible, c'est parce qu'il était plus facile. Sans doute. Il était bon.
Sans doute, mais à une époque. D'accord. Est-ce que vous pensez donc qu'on peut très bien imaginer que progressivement, dans l'avenir, on aurait des avions qui voleraient à la pile à combustible, des bateaux qui marcheraient avec des piles à combustible, et des semi-remorques de 40 tonnes qui marcheraient avec des piles à combustible? Est-ce que c'est quelque chose qui, pour vous, paraît envisageable? Alors, encore une fois, avec tout le bémol, dans la mesure où je ne suis pas spécialiste de telle ou telle technologie, et donc c'est peut-être une aberration d'imaginer un bateau à pile à combustible, peu importe si c'est la technologie X, Y, Z, d'accord, je pense. Mais je ne vois pas pourquoi. Enfin, je retourne à la question dans l'autre sens. La question fondamentale, c'est de dire il y a un certain nombre de technologies. On en a évoqué une. Il y a le thorium qui pointe son nez dans le domaine nucléaire. Il y en a peut-être d'autres. Il y a la voile pour les bateaux. Ça fait peut-être rigoler, mais c'est une réalité. Le point n'est pas là. Pas de problème. Oui, oui, non, mais le point n'est pas là. C'est que c'est à un moment donné les circonstances du marché et des choix des différentes options technologiques qu'il peut y avoir pour tel ou tel transport qui vont se faire émerger une technologie qui va se poser ou pas, comme n'importe quelle technologie, et ça se réglera comme ça. Mais ça se réglera d'autant plus facilement qu'on laissera le mécanisme économique fonctionner. On avait compris l'importance du marché. Oui, tout à fait. Oui, l'agriculture actuelle Oui. est très fortement dépendante du pétrole, encore lui. Pour le carburant des tracteurs, divers engins de récolte, les engrais, les pesticides, les fongicides, les herbicides et autres produits sanitaires, qu'on appelle maintenant des intrants. Le pétrole est également indispensable pour le transport des récoltes vers les industries agroalimentaires et des produits transformés vers les centres de distribution. Par ailleurs, l'intensification de l'agriculture depuis 60 ans a provoqué une dégradation des sols en humus, ce qui nécessite d'employer toujours plus d'engrais pour maintenir les rendements à leur même niveau. Ouais, ça nécessite, je sais pas, en tout cas c'est la pratique, c'est pas pareil. C'est la pratique, effectivement constatée. Compte tenu de ces éléments, comment voyez-vous l'avenir de la production alimentaire mondiale, confrontée au double problème, pour vous, peut-être que ce n'est pas un problème, vous allez nous le dire, de la diminution de la disponibilité en pétrole d'une part, et de l'appauvrissement des sols d'autre part? Là, on parle du besoin numéro 1 de l'homme qui est de s'alimenter. Oui, on peut en parler 2 minutes. C'est l'argument massue des décroissants, je suppose, bien sûr. Je ne suis pas sûr que le problème s'exprime comme ça. C'est bien justement, c'est toute l'ambiguïté de la question, c'est déjà de la fermer. Est-ce que la question se pose dans ces termes-là? Et je ne prétends pas avoir la réponse, encore une fois. Le libéral ne prétend pas forcément avoir la réponse, mais il essaie de renvoyer la question. Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne question. Bien sûr qu'il faut que les gens se nourrissent. On constate, encore une fois, je prends l'exemple caricatural de Malthus qui nous disait la même chose il y a 200 ans, et régulièrement on nous sort ce genre de discussion, et au moins depuis 200 ans, régulièrement on a tort. Bon. Oui, mais je reprends l'exemple que j'ai pris à la volée dans votre question sur l'appauvrissement du sol et la soi-disant nécessité de leur insuffler des engrais. Des engrais, merci. Des amendements. Oui, mais c'est pas une nécessité. C'est lié à certains dysfonctionnements de l'agriculture. Mais si on prend par exemple, si on a le contexte de la PAC en Europe, le mécanisme de subvention, par exemple, pour certains types de cultures, le fait que les agriculteurs soient hautement subventionnés, et notamment sur l'usage de tel ou tel produit, etc., est un des facteurs qui biaise la pratique agricole. Et des choses comme ça, il y en a partout. Je veux dire, ce que je veux dire par là, c'est que quand vous dites aujourd'hui qu'effectivement, et c'est probablement vrai, qu'il y a un appauvrissement des sols, il n'est pas forcément inéluctable. C'est peut-être un fait, mais la cause, à mon avis, est à chercher ailleurs. Elle n'est pas. Si on changeait certaines pratiques, ou en tout cas l'environnement des conditions de l'agriculteur, je pense qu'il pourrait tout spontanément changer de pratique, et que ce problème-là se poserait avec moins d'acuité. C'est une première piste. Et pareil quant à la problématique du pétrole, on l'a vu juste avant. Ok, peut-être qu'effectivement un jour on n'aura plus de pétrole, même pour les tracteurs, mais ça ne va pas arriver du jour au lendemain. Oui, mais si on a moins d'engrais pour les sols et moins d'énergie pour la mécanisation, on va avoir moins de rendement. Et si donc, on a moins de rendement, moins de nourriture. On a moins de nourriture. Et donc le prix de la nourriture va monter. Mais là, on a
un élément de prix, mais un élément aussi de quantitatif. Si on a moins de nourriture... ça ne va pas arriver du jour au lendemain. C'est vrai ce que vous dites. Enfin, ça a une part de vérité. Il y a des choses que je ne peux pas contester dans vos arguments. Okay, c'est pas blanc et noir. Pas des arguments, je pose des questions. Oui, certes. Je conteste fondamentalement le bien fondé, mais il n'est pas non plus... Enfin, il y a une part de questions qui se posent. La réponse consiste à dire, oui, mais la réponse suppose une rigidité du système qui n'est pas une réalité. Ce genre de questions ne va pas se poser comme ça. Si ça se pose, ça va se poser progressivement. Et le simple fait que ça va se poser progressivement va créer d'autant d'opportunités de marché pour d'autres solutions se mettre en place. Là, je veux bien entendre que c'est un vœu pieux, soit. Mais c'est comme ça qu'on fonctionne depuis des générations. Je vais dire une idiotie, mais juste pour fixer les idées. On n'a pas évoqué la mer et l'exploitation des ressources de la mer. Peut-être qu'aujourd'hui, ce qu'on ne sait pas faire, pas assez parce que c'est pas assez rentable, qu'on n'a pas suffisamment étudié, mais que tout ce qui est lié à l'exploitation plus industrialisée des ressources de la mer pourra se mettre en place d'autant plus facilement que le prix de l'agriculture que vous évoquez, lui, montera. Parce que ça fera d'autant d'opportunités pour ces autres marchés. C'est le fait que ça ne va pas arriver du jour au lendemain qui fait la solution, à mon avis. Les variables d'ajustement qui se mettent en place par l'évolution naturelle des choses, par le libre établissement du marché, dans le domaine alimentaire, ça peut s'appeler famine. Et l'histoire est là pour montrer qu'effectivement, ces variables d'ajustement ont fonctionné. Oui. Chaque fois qu'il y a eu trop de population par rapport à ce que pouvait produire un territoire, on a eu une diminution de cette population. Donc, le principe de l'équilibre qui s'établit forcément un jour ou l'autre, bien sûr, je pense que personne ne le conteste, mais ce dont on parle là, c'est quand même de la forme que peut prendre cette variable d'ajustement. Si la fin du pétrole, c'est la famine dans une partie de la Terre, on peut peut-être en parler 5 minutes et voir si ça fait partie de nos pronostics ou pas. Oui, bien sûr, vous avez raison. Encore une fois, ne nous trompons pas, la thèse non pas de la décroissance, mais la disparition des ressources, elle est légitime, elle se pose et elle mérite d'être posée, soyons très clairs. On n'est pas dans un monde infini, mais c'est une question d'éloignement et de progressivité. C'est là où je pense que nous divergeons. Et de solutions ultimes. Pour le libéral, premièrement d'abord, pour qu'on évite ce genre de catastrophe, pour qu'on évite le côté abrupt, et donc qui peut conduire à une famine, pour qu'il y ait famine, et on l'a vu sur les famines du Sud-Sahara, du Soudan, toutes les famines qu'on peut connaître, elles peuvent avoir d'autres facteurs, soyons clairs, et notamment politiques, mais elles existent d'autant plus qu'elles sont dans des environnements qui sont rigidifiés. Si on était dans un environnement où il y avait une souplesse économique bien plus grande, elle serait moins abrupte, parce que les gens, tout simplement, pourraient ne serait-ce que s'échapper et aller ailleurs, tout simplement, pour reprendre votre vision logique. Donc il y a quand même un premier facteur, qui est, à mon avis, une réalité, qui est la rigidification du monde, notamment du point de vue politique, qui fait que les mécanismes économiques ne peuvent pas fonctionner comme ils devraient fonctionner. Je ne dis pas qu'ils sont la solution ultime, ils sont quand même un tampon majeur que l'humanité a mis en place pour quand même gérer en grande partie ces problèmes-là. Et pour moi, une raison fondamentale pour aller dans le sens de la libéralisation totale, notamment de tout ce qui est lié à l'alimentation, c'est justement pour permettre aux mécanismes économiques de servir autant d'amortisseurs que possible. Je veux bien entendre que ce n'est pas suffisant. Ok, et on aura sûrement, malheureusement, des famines, c'est bien possible. Mais plus on sera dans un schéma de liberté, plus je pense que ce schéma sera éloigné, l'ampleur diminuée, et ce problème remis, sinon demain, mais voir d'autres solutions émerger beaucoup plus facilement que si on est dans un environnement rigide comme on peut le connaître aujourd'hui. Ensuite, peut-être qu'effectivement, dans 1, 2, 10 générations, j'en sais rien, pas demain en tout cas, j'en suis sûr, effectivement la Terre ne sera pas capable de nous supporter tous. Eh bien, peut-être que d'ici là, la famine sera inéluctable. Je ne sais pas quoi dire, soyons clairs. Peut-être qu'on aura su aller sur Mars ou ailleurs, tant mieux. Je ne sais pas voir 10 générations plus loin. La seule chose dont je suis sûr, c'est que la meilleure façon d'amoindrir le problème et de l'éloigner le plus possible, c'est d'apporter le plus de liberté aux gens.
nucléaire est contesté par une certaine partie de l'opinion publique, notamment depuis l'accident de Fukushima. Considérez-vous que l'énergie nucléaire doit être maintenue? Pensez-vous qu'elle puisse être même développée pour compenser la diminution éventuelle des fossiles? Alors je vais d'abord être taquin. Mais déjà dans la question, la question je la trouve biaisée, si je puis me permettre. L'utilisation du verbe devoir me gêne. C'est pour moi fondamentalement la question. Ah non, il suffit que vous le disiez. Non, j'entends bien, mais pour moi c'est fondamentalement en fait la question. La question n'est pas de savoir s'il faut ou si on doit. Et justement, à mon avis, l'erreur elle est là. Je pense que ce qu'on voit aujourd'hui avec Fukushima ou la France avec son programme nucléaire ou autre, je ne suis pas contre le nucléaire. Aujourd'hui, je pense que le nucléaire est quand même, pour la France et d'autres, contribué à apporter une source d'énergie fondamentale. Donc le nucléaire en tant que tel, je ne pense pas que ce soit le pas contre. Il y a nucléaire. Je pense que c'est plutôt ça la vraie question. Je pense que c'est un fait objectif que le nucléaire est une source d'énergie, a priori quasiment, pour le coup, inépuisable. Ok, on peut en parler, mais en tout cas beaucoup plus, à mon avis, beaucoup plus prometteuse dans la durée que peut-être le pétrole peut l'être. Elle a ses contreparties, bien sûr. Et justement, l'arbitrage entre ce que peut être le nucléaire, ses dangers, ses radiations, etc., et la façon dont de l'exploiter, et les choix donc, qui ont été faits notamment par la France, le Japon ou les États-Unis qui sont d'un point de vue technologique très très proches. Moi, ce qui me gêne dans cette histoire, excusez-moi, ce qui me gêne, c'est justement que ces choix aient été laissés et soient complètement sous le giron de l'État. Ce qui fait qu'on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas si c'est la bonne ou la meilleure technologie. On a même des raisons de penser que ce n'est pas forcément la bonne. On n'a pas les contrôles réellement qu'on devrait pouvoir avoir. Encore une fois, on n'est pas dans un contexte où ce genre d'énergie est laissé au marché et que donc le marché, et donc les gens en général, le marché c'est ça, hein, les gens en général, en fonction de ce qu'ils pensent, de ce qu'ils ont peur, de ce dont ils ont envie, etc., gèrent l'équilibre entre justement le besoin d'une énergie et les craintes ou les inconvénients qu'elles peuvent avoir. Encore une fois, c'est la même idée. Le nucléaire, laissons-le au privé et on verra d'autres solutions nucléaires émerger. J'ai évoqué le thorium, il y en a certainement d'autres. Là, encore une fois, je ne prétends pas être omniscient, mais le point consiste à dire les solutions pour moi dans le nucléaire viendront de la privatisation du nucléaire. Parce que le privé trouvera d'autres solutions, parce que le privé prendra beaucoup plus en charge forcément la sécurité du nucléaire, c'est son propre intérêt. Et qu'on aura forcément une meilleure transparence et que la concurrence en plus baissera les prix. Donc pour moi la raison fondamentale de la question du nucléaire c'est avant tout celle-là. C'est sortons le nucléaire du giron de l'État, mettons-le sur le marché et on verra ce que ça donnera. Et je pense qu'à partir de là, on aura une source d'énergie bien plus, avec un potentiel bien meilleur que ce qu'on connaît aujourd'hui. Le nucléaire, l'industrie nucléaire laissée à la liberté du marché, c'est forcément de très très grosses entreprises qui pourraient gérer la construction des centrales nucléaires. Oui. Ça ne va pas être fait par une PME, oui. Et alors voire une TPE. Et alors donc on a forcément... Une entreprise, c'est une entreprise. On a forcément affaire à de très grosses entreprises, voire des multinationales. Certes. Et alors encore une fois, si on est dans un environnement où la liberté du commerce est assurée, dans tous les sens du terme, la multinationale, non mais là on a une question qui est corollaire, mais je le ferai rapidement, la multinationale à mauvaise presse, et souvent d'ailleurs à juste titre, pourquoi? Pas en tant que telle, une entreprise c'est une entreprise, point, elle est soumise à la concurrence, celui qui au bout du compte fait la loi, c'est pas elle, c'est le consommateur. Le problème de la multinationale aujourd'hui, dans la société actuelle, c'est sa connivence avec les pouvoirs. Mais à partir du moment où vous êtes dans une société où justement il y a une organisation sociale où le pouvoir est pour le moins amoindri, si ce n'est même totalement évacué, si je puis dire, là cette problématique qui effectivement pourrait poser problème entre la connivence et le pouvoir et la corruption en général, qui effectivement, là à partir de là, on le voit, c'est vrai, créer des pouvoirs et d'un État dans l'État, cette problématique-là, elle disparaît. Ce n'est pas l'entreprise qui pose problème, ce n'est pas la multinationale, même dans le domaine nucléaire. C'est sa connivence avec l'État. C'est très différent. Alors on parle beaucoup d'énergie, quand on parle de décroissance ou de limitation des ressources, de déplétion des ressources, on évoque moins souvent les métaux, les minerais.
Or, la société moderne consomme en métal chaque 24 heures l'équivalent de 500 tours Eiffel, bon, c'était une image, de la moindre puce électronique jusqu'au gigantesque building, les métaux sont partout. Or, certains sont en voie d'épuisement, on peut citer le cuivre, le nickel, le zinc, qui n'ont plus que quelques décennies devant eux à tirage constant. Pensez-vous que cette pénurie annoncée de métaux peut provoquer un ralentissement de la production des biens industriels, ou bien au contraire, là encore, pensez-vous que de nouvelles solutions vont apparaître? Est-ce qu'à votre avis, on peut découvrir de nouveaux métaux qu'on n'aurait pas encore découverts? Je vais commencer par la dernière question qui me paraît la plus facile. Ma réponse est je ne sais pas, pour être très, très honnête, je ne sais absolument pas. On peut le penser, mais non, honnêtement, j'en sais rien, ça me paraît même relativement peu probable, à moins d'aller chercher sur la Lune peut-être, qui sait. Si le prix du cuivre le justifie, pourquoi pas? On a une Lune pas loin. Je crois qu'il n'y a pas de cuivre sur la Lune. Bon, peu importe, mais ok. Le sait-on, j'en sais rien. Il n'y a pas grand-chose, semble-t-il, en matière minérale à aller chercher sur la Lune. C'est une des raisons pour lesquelles on a arrêté les programmes en direction. Je veux croire quand même que la Lune est faite de quelque chose, quand même. Il doit y avoir quelques minérales là-dedans. Apparemment, pas de minéraux qui soient... Enfin, bon, peu importe, c'est une anecdote. Mais la réponse sera la même, parce que c'est... Encore une fois, vous posez une question à un non-spécialiste strictement du sujet, mais fondamentalement, la question que vous posez est une question économique. La problématique de la gestion de ressources rares, c'est ça que vous posez comme question, ou qui se raréfient, c'est par définition une question économique. L'économie, c'est la gestion des ressources rares. Et la réponse que trouvait la société humaine depuis des générations, c'est le marché. Parce que si on prend l'exemple du cuivre, si effectivement, je note que vous avez dit des décennies, donc on n'est quand même pas tout de suite dessus, hein, mais même en supposant que ce soit demain, effectivement le prix du cuivre va certainement monter. Le prix du cuivre montant, eh bien d'abord on va commencer à voir qu'il va être intéressant d'arracher tous les caténaires des voies ferrées, etc. Parce que ça justifiera le recyclage de tous les cuivres qu'on peut avoir de ci, de là. Et donc on va retrouver du cuivre par recyclage déjà. Bon, il faudra le remplacer. Ça demande de l'énergie, le recyclage. Oui, certes, mais quand bien même, c'est une question de prix. Les gens feront le tri entre un cuivre à 10 000 € du mètre cube, ou de la tonne, et puis le cuivre qu'ils ont à côté qui leur coûte, je sais pas. Donc déjà, il y aura une part de recyclage, de toute façon, avec un prix, certes, mais il y aura un recyclage. Et il y aura peut-être suffisamment de prix pour qu'on trouve d'autres mines à des endroits encore plus exotiques. Et peut-être que même si on n'y arrive pas, eh bien, demain, le platine deviendra moins cher que le cuivre et sera la substitution. J'en sais rien. C'est fondamentalement une question économique que vous vous posez, donc la réponse elle est économique. D'accord. Alors, compte tenu de ces enjeux énergétiques et métalliques, qui ne sont pas gagnés d'avance, dont tout le monde parlait, pensez-vous qu'un déclin industriel soit à envisager pour les prochaines décennies ou pas? Oui, je n'ai pas répondu à cette question, c'est juste. Pourquoi un déclin industriel, d'abord, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, honnêtement. Une diminution quantitative du tissu industriel, du nombre d'industries. Mais je pense qu'il peut y avoir d'autres facteurs qui conduisent à ce genre de choses. Donc la réponse, j'aurais envie de dire oui, mais pas forcément pour cette raison-là. Je pense que nous sommes dans une évolution de la société en général. Pensez qu'on va vers un déclin industriel? Oui, à mon avis personnellement, oui, mais pour d'autres raisons. C'est il y a plusieurs niveaux dans la notion industrielle. On continuera à produire des choses en grande quantité, il faudra continuer à avoir une agriculture qui produit en quantité, c'est vrai. Mais ça sera peut-être progressivement concentré sur de moins en moins d'usines, ou des usines de plus en plus robotisées, que sais-je. Je pense qu'il y aura forcément une évolution au tissu industriel, d'accord? Et donc, parce que je pense que dans votre question, implicitement, il y a cette notion-là. Déclin industriel, qu'est-ce que ça veut dire? C'est en quantité, en volume, en structure? Je pense qu'en structure, forcément. Ben c'est en PIB, notion que oui, qui veut revenir, vous contestez probablement, mais oui. c'est quand même le référentiel actuel de tous les gouvernements du monde. On peut en parler 2 secondes. On peut en parler, mais je vais y revenir. Je pense que, moi je m'attends plutôt, et je ne sais pas le dire autrement, c'est ce qu'on voit avec l'arrivée d'Internet et des choses du type là, de plus en plus, à mon avis, on va vers des choses, plus vers le service. Bien sûr qu'on continuera à avoir besoin d'objets, c'est évident.
c'est vite évident. Mais on passe de plus en plus sur des commodités pour beaucoup de choses. Et donc, en fait, la part d'innovation industrielle, c'est peut-être ça que je pense, va, à mon avis, beaucoup plus se stabiliser pour aller beaucoup plus vers des choses. Et l'économie, à mon avis, elle est beaucoup plus vers des services, enfin, à mon sens. Donc c'est le tertiaire qui va venir compenser le déclin du secondaire et du à primaire. mon avis, mais ça n'engage que moi. Quant au PIB, puisque vous l'avez évoqué, oui, c'est plaisanterie le PIB. Pourquoi j'ai écrit quelques lignes dessus. Mais d'abord, tout simplement, pour une raison purement liée à la théorie économique qui veut qu'on ne sait rien mesurer en économie. Tout simplement. Rien ne se mesure en économie. Rien. Pour une raison extrêmement simple, c'est que le PIB suppose une notion de richesse. Derrière, il y a une notion de richesse. Et la richesse, c'est quelque chose qui appartient à chacun. C'est qu'une perception d'accroissement de richesse pour vous ne sera pas forcément la même chose que pour moi. La richesse n'a rien d'absolu. Le prix des choses n'a rien d'absolu, on le voit. Un même objet, en quelques années, peut valoir X à 0 du jour au lendemain. Donc il n'y a pas de valeur intrinsèque. Aucun objet n'a de valeur intrinsèque. La richesse dépend des gens. Et donc l'idée même de mesurer un accroissement de richesse n'a strictement aucun sens d'un point de vue théorique. Après, je vous passe sur les détails qui font qu'on mesure des carottes dans un pays, des choux dans un autre pays, les assiettes prises pour référence ne sont pas les mêmes. Enfin, il y a tout un tas de choses qui font que cette mesure est largement contestable. Mais bon, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Mais le point fondamental, c'est le PIB d'un point de vue théorique, comme n'importe quelle métrique, si je puis dire, en économie, n'a simplement aucun sens. La richesse, ça ne se mesure pas. Alors en termes de prospective, que pensez-vous de la notion de dégradation du système qu'on appelle notion d'entropie? La dégradation du système. L'entropie, que je sache, c'est quelque chose qui est lié à la thermodynamique. Deuxième loi. De ce que j'en connaisse, je ne vois pas trop bien le lien avec, honnêtement, ce qui nous intéresse. Parce que ce n'est pas une machine à vapeur, notre système, que je sache. L'entropie dit en substance que chaque fois qu'on utilise une ressource naturelle, qu'on la transforme, oui. elle se dégrade et on ne retrouve jamais, au bout du compte, la même quantité qu'il y avait au départ. Donc petit à petit, tout le système... Lavoisier dit que tout se transforme, mais rien ne se perd, il me semble. Il avait oublié l'entropie. C'est la question que je vous pose. Je vois pas trop comment on peut y avoir. Même le concept peut être peut-être intéressant. L'économiste qui a vulgarisé cette notion, c'est Nicolas Georgescu-Roegen, oui. et qui est effectivement à la base de toutes les théories décroissantes, avec cette notion d'entropie, qui est une déclinaison du deuxième principe de la thermodynamique. Et bon, ça m'interpelle. J'ai lu différentes choses sur ce sujet, sans vraiment, alors là, de manière très très éloignée. Donc là, oui. Pour être très honnête, mais même d'une manière ou d'une autre, on revient sur quelque part le concept thermodynamique, parce que même c'est le désordre, hein, quelque part. Oui. Moi je constate... C'est que chaque fois que l'homme intervient, il crée un désordre jusqu'au terme du désordre où on n'aura plus que de la haute entropie et que tout ce qui était stable eh bien, sera... Vous avez l'impression qu'aujourd'hui on est plus dans le désordre que nos parents il y a 50 ans? Ah, c'est au niveau, pas forcément au niveau de ce lieu, mais au niveau de la planète, au niveau des ressources naturelles qui se dégradent. Je reviens sur ce que je vous ai dit, hein, encore une fois, je ne sais pas vous dire autre chose. Les ressources qui se dégradent, c'est déjà un jugement, je ne sais pas basé sur quoi, honnêtement. Notamment sur l'entropie. Oui, mais c'est bien beau de jeter un mot comme ça en pâture. Moi, ce que j'aimerais, c'est d'avoir une définition un peu tangible. Et dire que ça se dégrade, c'est quand même un mot qui, en plus, n'est pas dénué de sens, enfin, notamment de côté péjoratif. Je veux bien imaginer qu'il puisse y avoir une notion théorique que j'ignore aujourd'hui, qui objectivement pourrait se mesurer, soit, j'en doute, mais soit, et dans ce cas-là, l'usage qu'on ferait du mot serait un mot objectif. Alors, déjà, la notion de dégradation, ça n'a rien d'objectif, à mon sens, hein, c'est déjà très orienté. Donc, même à supposer que ce soit vrai, soit, j'en doute, je ne vois pas trop l'application. De là à dire qu'effectivement, on a quelqu'un qui a été capable de juger qu'il y a une dégradation, voilà, on revient quelque part à votre première question qui était comment vous faites pour juger de ça, ça me gêne. D'accord. Alors en conclusion, quels sont à votre avis les grands enjeux des années à venir? Quel système politique idéal
concevez-vous pour les accompagner? Pensez-vous que votre système, le système que vous promouvez, pourrait les accompagner? Je pense que vous allez répondre par l'affirmative. Et comment pensez-vous que ce système puisse s'installer? Oui, bien sûr. On n'est pas libertarien juste parce que pour le plaisir. Encore une fois, comme vous l'avez dit au début, une des choses qui nous caractérise, c'est d'être plutôt opposé au système politique tel qu'on le connaît. Et justement, parce qu'on pense, enfin, le principe des libertariens en général, se veut profondément humaniste. C'est-à-dire que, par exemple, toutes les questions que vous évoquez sont des vraies questions. Même si vous l'avez vu, je ne prétends pas avoir la réponse, au sens point par point d'un point de vue technique, on pense pour autant, néanmoins, que la réponse tient finalement dans le laisser-faire. C'est-à-dire que la meilleure façon que les hommes en général, et non pas chaque individu en particulier, que les hommes en général puissent se sortir d'un pétrin éventuel qui serait celui que vous décrivez, c'est encore de les laisser collectivement, ensemble, sans forcément se concerter, par le simple fait du fonctionnement naturel de la société, de travailler ensemble pour trouver les solutions. C'est ce que nous croyons fondamentalement, et l'idée de laisser les gens libres et de ne pas avoir un État qui se mêle et qui légifère et qui surtout contraigne le fonctionnement naturel de la société, c'est l'idée fondamentale pour dire justement les hommes et la société humaine elle-même, et d'autant plus on aura de puissance cérébrale, qu'on sera encore plus nombreux en plus, donc plus on ira, plus collectivement on aura les moyens de trouver une solution si elle existe. J'insiste sur le s'il existe. Donc oui, effectivement, on pense que la solution passe par une société libre, pas de manière purement dogmatique, etc. On pense simplement que c'est encore l'humanité dans sa collectivité, dans son fonctionnement naturel, qui peut trouver la solution s'il y en a une. Mais je pense que c'est assez naturel, parce que quand vous dites, sans supposer que, pour aller dans votre sens, sans supposer que vous ou d'autres décroissants ayez raison. Fort bien, comment peut-on imaginer pouvoir dire que l'humanité dans sa collectivité, si elle fonctionne naturellement, ne trouvera pas des solutions que vous avez pu vous dépister? Je pense que la seule solution, c'est de laisser fonctionner l'humanité dans sa globalité. Laisser les gens fonctionner, ils trouveront les solutions s'ils existent. Sinon, je ne vois pas qui c'est qui va les trouver. Stéphane Jay, merci. Je vous en prie. Avec plaisir.